Bonjour les quatrièmes, nous voici de retour aujourd'hui pour travailler sur un nouveau chapitre dans la deuxième partie, enfin dans le thème numéro 2 où nous parlons du vivant et de son évolution. C'est le dernier chapitre de l'année. Alors dans votre cahier, je vous demande de prendre une nouvelle page et d'y inscrire en rouge ou en bleu, chapitre numéro 2. Nous allons parler de diversité et de relations de parenté des individus. En fait, ce sont les prémices de la génétique. On va commencer à parler de la génétique. Alors, tout de suite, je tiens à vous informer que l'année prochaine, nous allons reprendre toutes ces notions de génétique puisqu'elles sont très compliquées et que du coup, nous allons voir ça sur les 2 années de 4e et de 3e. Donc, on va essayer d'avancer doucement, mais il y aura certainement des choses que nous reverrons l'année prochaine. Alors, en guise d'introduction, ce n'est simplement une introduction orale. Alors, on va regarder un document et on va essayer d'identifier quelques caractères de l'espèce humaine et quelques variations individuelles. On va prendre pour ça un exemple d'un arbre généalogique qui représente les liens de parenté existants au sein d'une famille. Et cet arbre va représenter quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Yannick Noah, avec son ex-femme Cécilia Rhodes et leurs 2 enfants Joachim et Yelena Noah. Alors voilà à quoi ressemble cet arbre généalogique. Donc nous avons ici Yannick Noah et son ex-femme, puis leurs 2 enfants. Première question, à quelle espèce ces 4 individus appartiennent-ils? Alors, elle est assez simple, hein, ils appartiennent à l'espèce humaine. Quels sont les caractères spécifiques de l'espèce à laquelle Yannick Noah et sa famille appartiennent? Alors, ils ont un visage formé d'un nez avec une bouche, 2 yeux relativement rapprochés, des cheveux, etc., un menton. On peut voir qu'au niveau des sourcils ici, les sourcils sont assez plats par rapport au front, hein. Ils ne sont pas en avant comme ça peut l'être chez certains primates par exemple. Et puis ce sont des espèces qui ont des variétés au sein de leur caractère, hein, puisque là on peut voir que la femme a les yeux bleus, elle est blonde avec la peau blanche, alors que Yannick Noah est une personne d'origine black avec donc des dreads et les yeux marrons. Quelle variation individuelle observes-tu entre ces 4 individus? Alors on vient de le dire, déjà ils ont du coup des caractères différents. On peut voir que Yannick Noah, il a ici au niveau de sa dentition les dents du bonheur, hein, comme son fils d'ailleurs, alors que son ex-femme et leur fille n'en ont pas. Yannick Noah a des dreads avec des cheveux donc crépus, sa femme a les cheveux lisses et blonds. Quand on regarde leurs enfants, ils ont tous les 2 les cheveux foncés, mais des cheveux bouclés, hein, qui ne sont ni crépus ni lisses. Voilà quelques variations individuelles que l'on a entre ces 4 individus. Alors, question numéro 4, quel constat peux-tu établir lorsque tu compares différents individus d'une même espèce? Eh bien, le premier constat, c'est de voir que, en effet, les individus d'une même espèce possèdent des caractères en commun, c'est-à-dire qu'ils ont des choses qui sont communes, quel que soit l'individu qui est analysé. Ça, c'est le premier constat, hein. Ils ont tous 2 yeux, ils ont tous 2 oreilles, ils ont tous une bouche, ils ont tous des cheveux, ils ont tous des sourcils, etc. Par contre, ce que l'on observe, c'est que chaque individu a des variations individuels, c'est-à-dire qu'ils ont tous des cheveux, mais chaque individu a des cheveux d'une couleur, d'une nature, d'une longueur différente. Pareil au niveau des yeux, hein, chaque individu a 2 yeux, mais là encore, on a la couleur bleue pour l'ex-femme de Yannick Noah, la couleur marron pour Yannick Noah, la forme des yeux n'est pas la même, la taille des yeux n'est pas la même. Alors, nous allons commencer donc à comprendre que tous les êtres humains se ressemblent, hein, ça crée une unité, hein, donc chez l'espèce humaine, mais qu'ils sont aussi tous différents les uns des autres et c'est ce qui va créer ce qu'on appelle la diversité. Alors l'unité, hein, c'est le fait de former un tout, un ensemble. On va expliquer comment malgré cette unité, il existe une diversité des individus. Et pour ça, nous allons nous intéresser au caractère des individus. Donc dans votre cahier, je vous demande simplement de recopier cette petite introduction ici, la question vers comment expliquer la diversité des individus, puis d'écrire le grand 1, donc, qui est la première partie du chapitre où nous allons nous intéresser au caractère d'un individu. Alors, nous allons chercher dans cette activité quels sont les différents types de caractères d'un individu.
à l'échelle donc individuelle. On va donc étudier des arbres généalogiques, apprendre à lire et à avoir des informations à tirer des informations des arbres généalogiques, et nous allons parler d'hérédité d'un caractère. Alors pour cela, on va dans un premier temps étudier un petit texte et associer un arbre généalogique. Alors on va lire ensemble. Le daltonisme correspond à une anomalie de la perception des couleurs. Voici ce qu'écrivait en 1777 un certain John Scott. « Je ne distingue aucun vert au monde. Un rose et un bleu pâle sont identiques à mes yeux et je ne reconnais pas l'un de l'autre. Un rouge ou un vert foncé me paraissent semblables. Je distingue bien les jaunes, qu'ils soient clairs, foncés ou moyens, et toutes les nuances de bleu sauf le bleu ciel. » Donc dans cette première partie, dans ce premier paragraphe, on comprend que John Scott est donc atteint d'une anomalie de la perception des couleurs, donc atteint de daltonisme, et il nous décrit quelles sont les couleurs qu'il voit et celles qu'il ne voit pas. Continuons. Il s'agit d'un défaut de famille. Mon père éprouve exactement le même inconvénient. Ma mère et une de mes sœurs distinguent parfaitement les couleurs. Mon autre sœur, Cécile, et moi-même avons l'anomalie. Cette dernière sœur a 2 fils, tous deux atteints, mais elle a une fille qui est tout à fait normale. J'ai un fils et une fille qui reconnaissent toutes les couleurs sans exception, comme le faisait leur mère. Le propre frère de ma mère avait le même trouble que moi, tandis que ma mère, ainsi que je l'ai dit plus haut, reconnaissait bien les couleurs. Donc dans cette deuxième partie du paragraphe, cette fois-ci, j'ai des informations sur les différents membres de la famille qui sont eux aussi atteints du daltonisme. Regardons l'arbre généalogique qui est fourni avec le texte. Alors la première chose à bien comprendre, c'est que les arbres généalogiques fonctionnent tous de la même façon. Nous avons ici des lignes qui correspondent à des générations, donc on a en haut une première génération sur laquelle nous n'avons pas d'informations, puis ici une deuxième génération, une troisième génération et enfin une quatrième génération. Nous avons des carrés. Ces carrés représentent à chaque fois des hommes et nous avons des ronds qui représentent des femmes. On peut constater que quelquefois le carré, ici qui représente John Scott, donc l'auteur de notre texte, est relié à ce rond par un petit trait ici qui marque qu'il existe une union entre ces deux individus et que de cette union aboutit la naissance d'autres individus, ici une fille et un garçon. On a aussi l'information sur, ici si je remonte, les parents de John Scott, ici le papa, ici la maman. Si je remonte ici encore une information, je n'ai pas d'information sur les grands-parents de John Scott. J'ai des informations donc sur ses enfants, sur ses neveux, sa nièce, sur ses sœurs, sur sa maman, son papa et son oncle. Regardons les questions. Alors, en utilisant le texte, il va falloir que vous le relisiez attentivement. Vous devez colorier en rouge directement sur l'arbre de la famille de John Scott les personnes qui sont elles aussi atteintes de daltonisme. Dans un deuxième temps, vous allez essayer d'expliquer, quand on dit que le daltonisme est un caractère héréditaire, d'essayer d'expliquer ce qu'est un caractère héréditaire et pourquoi on dit que le daltonisme est héréditaire. Je vous laisse travailler et je vais revenir vers vous pour vous donner la correction. Bon courage! Alors, pour celles et ceux qui auraient besoin d'une correction, en reprenant le texte, on peut déjà colorier en rouge la case de John Scott, puisque c'est celui qui parle et qu'on comprend qu'il est atteint de daltonisme. Ensuite, dans un deuxième temps, on apprend que son père est lui-même aussi atteint. Donc on peut là aussi colorier en rouge le carré ici qui représente le papa de John Scott.
On apprend par la suite qu'une de ses sœurs est elle aussi atteinte. Et on apprend que c'est Cécile. Donc ici, ce rond-là peut être colorié en rouge. Dans la même phrase un peu plus loin, on apprend que les 2 enfants de Cécile sur 3, les 2 garçons d'ailleurs, sont atteints. Donc là encore, les 2 carrés rouges ici. Et enfin, on apprend qu'un dernier membre de la famille est atteint, que ce dernier membre, c'est l'oncle de John Scott, le frère de sa maman. Donc sa maman, si elle est là, je regarde ici par ici et je trouve le frère de la maman. Et donc, je peux colorier ce dernier carré en rouge. Alors, pourquoi on peut dire que du coup le daltonisme est un caractère héréditaire? Quand on parle d'hérédité, ça veut simplement dire en fait que c'est un caractère qui se transmet de génération en génération. C'est sous-entendu qu'il est présent sous différentes générations. Alors, il est présent ici, chez le papa, chez l'oncle, il est présent chez John Scott et chez sa sœur, mais il est aussi présent chez les 2 enfants en bas de l'arbre, donc dans les générations les plus jeunes, les 2 neveux qui sont eux aussi atteints. Donc présent sur plusieurs générations égale caractère héréditaire. On va refaire un autre petit exercice pour vérifier que l'on a bien compris comment on analysait un arbre généalogique en parlant d'un autre caractère. Alors, cet autre caractère, on va le comprendre ici grâce à cet autre texte et grâce à cet autre arbre généalogique. Lisons ensemble. Exercice. Lire un arbre généalogique. Pierre, comme sa maman, a des cheveux roux. Il s'agit d'un caractère familial. Le père et la sœur de Pierre ne présentent pas ce caractère, mais son arrière-grand-père avait lui aussi les cheveux roux, comme sa cousine. J'ai ici l'arbre généalogique de la famille de Pierre. Alors, déjà, je peux constater que j'ai indiqué ici le nombre de générations. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 générations. La première génération, donc les personnes les plus âgées, étaient donc Nicolas et Aurore. Là encore, on représente par un carré les hommes, par un rond les femmes. J'apprends qu'Aurore et Nicolas ont eu, grâce à leur union, plusieurs enfants, 2 filles, Claire qui est ici, puis Françoise qui est ici, qui sont donc des femmes de 2e génération. Chacune de ces femmes s'est mariée et a eu elle-même ses propres enfants, donc avec ici de la génération numéro 3 qui est donc les parents de notre dernière génération, puisque la dernière génération était donc tout en bas de l'arbre et que nous retrouvons ici Pierre. Alors, je vous laisse répondre aux questions qui sont écrites ici, qui sont d'abord dans un premier temps d'essayer de comprendre, d'apprendre à lire cet arbre généalogique, et puis dans un deuxième temps d'essayer de comprendre là encore pourquoi on dit que le caractère des cheveux roux est un caractère héréditaire. Bon courage! Alors, pour celles et ceux qui auraient encore besoin d'une trace écrite et d'une correction, voici la correction que je vous propose. Donc, dans un premier temps, comment s'appelle la maman de Charles? Donc, si je regarde sur l'arbre généalogique, je retrouve Charles ici à cet emplacement, donc le carré qui est ici. Si je remonte pour retrouver quel est le prénom de sa maman, le prénom de sa maman, c'est la personne qui correspond au rond qui est ici, c'est donc Aline. La maman de Charles s'appelle donc Aline. Deuxième question, quel est le lien de parenté entre Claire et Françoise? Donc recherchons Claire, recherchons Françoise. Claire est ici et Françoise est ici. Et ben, si je regarde l'arbre généalogique, je constate qu'elles sont tous les deux liées par un trait qui correspond à un lien fraternel. Donc en fait, Claire et Françoise sont tout simplement 2 sœurs, issues d'une union entre Nicolas et Aurore. Combien de générations figurent sur cet arbre? Alors on l'a dit tout à l'heure, c'est très souvent indiqué ici dans le document, mais quelquefois il suffit simplement de lire. Nous avons une première génération, une deuxième génération dessous, puis une troisième en dessous, et enfin une quatrième tout en bas. Donc cet arbre généalogique représente 4 générations. Donc les enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Quand on reprend le texte, on peut donc colorier en rouge toutes les personnes qui ont les cheveux roux. Donc la première personne, évidemment, c'est Pierre, puisque c'est la personne qui parle dans le texte. Et on nous dit aussi que c'est sa maman. Donc la maman de Pierre, elle est ici, c'est donc Marie, qui a les cheveux
roux, et on apprend aussi que leur cousine et le grand-père, donc le grand-père, pardon, l'arrière-grand-père, donc là ça saute la génération des grands-parents, hein, donc c'est carrément Nicolas qui avait les cheveux roux, ainsi que la cousine de Pierre est donc Léa. Voilà les 4 parties que l'on pouvait colorier en rouge. Enfin, dernière question, est-ce que le caractère cheveux roux est héréditaire? Alors on peut en effet dire que d'après cet arbre généalogique, le caractère cheveux roux est un caractère héréditaire, car il est présent sur plusieurs générations, il s'est transmis de génération en génération, même si ici, en effet, il y a une génération qui n'a pas de cheveux roux, ce n'est pas grave, on parle quand même de caractère héréditaire. Alors, ce qui est important à retenir de cette première partie, et que vous devez noter en rouge dans votre cahier, d'abord c'est une définition, de définir qu'est-ce que c'est qu'un caractère, puisque dans le chapitre nous allons beaucoup parler de caractère. Le caractère, c'est une particularité interne ou externe qui est présente chez un individu. Et tous les êtres humains possèdent des caractères qui sont communs, hein, qui font que nous sommes dans une unité, et ces caractères peuvent se transmettre de génération en génération. À ce moment-là, on qualifie ces caractères de caractères héréditaires. Alors, il y a aussi quand même des caractères qui ne sont pas héréditaires. Dans ces cas-là, les conditions de vie d'un individu peuvent modifier un caractère. Par exemple, quand on parle de bronzage, quand on parle d'un tatouage, d'un piercing, à ce moment-là, on parle de caractères qui ne sont pas héréditaires et qui sont modifiables au cours de la vie d'un individu. Ce ne sont pas des caractères qui se transmettent. Hein. Quand une personne se fait un tatouage, c'est pas parce qu'elle a un tatouage qu'elle va le transmettre à son enfant. Hein. Alors, mais un individu possède aussi des variations individuelles dans ce caractère, par exemple au niveau de la forme du nez. Hein. C'est pas parce qu'on a un nez avec une forme particulière que ses enfants l'auront forcément. Donc on a des caractères individuels hein, qui sont propres à chacun et qui font que nous sommes des êtres uniques. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions via Pronote. Bon courage!